Il est encore vivant. La phrase éclate comme un éclair dans le silence cérémoniel du cimetière. Un souffle, puis le monde bascule. Chaises renversées sur la pelouse humide, fleurs projetées en tourbillons, voix qui se taisent. Au centre de la foule, une femme avance d'un pas que personne n'attendait. Son tablier poudreux, ses mains usées, et ce petit flacon entre ses doigts, minuscule, irrésistible, qui attrape la lumière comme un mensonge lumineux. Clarisse Bennett tient la vérité au creux de sa paume. Autrefois infirmière, maintenant femme de ménage au service des Whittaker, elle connaît les corps comme on connaît une prière. Ce qui l'a poussée à franchir l'allée, à travers les chrysanthèmes et du murmure, n'est pas la soif de spectacle, mais la certitude qu'on s'apprêtait à enterrer un crime. Elle est essoufflée, les manches relevées, les ongles sales. Elle ne porte pas de bijoux, pas de carte de visite, seulement cette nécessité, empêcher qu'on enterre un corps encore capable de raconter. La veuve, Marjorie Whittaker, élégante dans un tailleur sombre exact, lèvres peintes d'un rouge calculé, se fige. Son visage devient une plaque froide, comme polie par le pouvoir. À quelques pas d'elle, Hélène, la tante, semble vaciller entre le mépris et un remords qui a tardé trop longtemps. Les domestiques reculent en silence, leurs regards glissent de Clarisse à la fosse comme s'ils assistaient à un mauvais rêve. « Vous ne pouvez pas l'enterrer, pas avant qu'on vérifie », dit Clarisse, avec une voix qui n'admet pas la négociation. Il y a dans son timbre quelque chose d'ancien, l'autorité d'une femme qui a déjà tenu des vies entre ses mains et qui sait quand le silence signifie un mensonge. Marjorie ricane, un petit son étroit, travaillé. « Qui êtes-vous pour interrompre ?» Sa main s'élève, d'abord comme une menace, puis se transforme en gifle. La main de Marjorie claque contre la joue de Clarisse. La gifle n'est pas le geste fou d'une veuve en deuil, c'est un coup calculé, destiné à effacer, à humilier. Clarisse vacille, perd presque l'équilibre au bord de la fosse. On pourrait raconter cette scène comme une agression ordinaire, mais tout dans la manière dont Marjorie pousse indique qu'il ne s'agit pas seulement d'une colère personnelle, c'est une guerre de statut. La tante Hélène agrippe le bras de la veuve, un geste brusque qui a le goût de l'ultimatum. Pas la tombe, pas ici. Sa voix, fragile et pleine d'années, ordonne plus qu'elle ne supplie. Dans son regard, quelque chose de plus ancien encore. Une fidélité qui a résisté à des compromis. Clarisse, la joue chaude, les larmes retenues, porte le flacon aux lèvres du défunt. Elle sait, sans réfléchir à l'éthique, sans peser les conséquences légales qui peuvent l'attendre, qu'il reste un dernier souffle à sauver. Le liquide glisse, une goutte, puis une deuxième. La poitrine du milliardaire se contracte comme en réponse à une main invisible. Les médecins présents, médusés, se pressent. Un râle, un regard qui revient. La cérémonie implose en chaos bien réel. Quelqu'un crie pour une ambulance, quelqu'un d'autre saisit son téléphone. Le cercueil à l'arrière-plan est une prison ouverte. La chaleur lourde de la journée se dissout en un froid qui saisit les os. Les invités, qui venaient pour une mise en scène de deuil et d'héritage, restent immobiles, terrifiés de voir le théâtre se transformer en scène d'accusation. Les murmures s'enflamment en accusations muettes. Qui a tenté de tuer Richard Whittaker? Qui en a eu intérêt? La police arrive rapidement, sirène lointaine, cliquetis de talons. Membre du personnel de la maison Whittaker pris en photo par des journalistes déjà collés aux barrières. Clarisse est guidée à l'écart par 2 agents. Ses mains tremblent mais ses yeux restent durs. Elle porte encore sur elle l'odeur du chlore et du café refroidi, la mémoire d'un service qui a duré des années. On la questionne sur place, avec la brusquerie de ceux qui soupçonnent qu'une domestique parle au-delà de sa place. On la ramène menottée vers un coin de pelouse. Pas d'excès de brutalité, seulement l'intention de neutraliser la complicité. Dans le tumulte, le médecin qui préside à la cérémonie, le docteur Leven, s'effondre sur sa chaise, pâle comme une craie. Son regard tourne autour de lui comme une bête prise au piège. Quelques témoins l'affirment, il avait insisté pour limiter les examens de Préau-de-Sec, il avait faim à la conformité. Mais ces mots au début ne valent que murmures. La vérité, elle, se cache dans les gestes. Une fiole dans une poche, un message envoyé tard la nuit, une signature flouée sur un dossier. L'ambulance s'éloigne, sirène muette pour l'image publique. La veuve reste debout, sculptée, immobile, entourée par ceux qui lui servent de boucliers humains. Elle crie au scandale, parle d'un acte de folie, d'un geste dangereux, les caméras s'en régalent, marbre froid et sourcils froncés. Clarisse est conduite loin de la fosse, emportée comme une étrangère au milieu d'un huis clos. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous pour suivre la suite. Le bruit des portes de l'ambulance bat encore dans les oreilles de Clarisse quand on l'installe dans une salle d'interrogatoire au mur clinique. L'éclairage y est neutre, injuste. Un café tiède fume sous une tasse jetée. Le détective qui s'assoit en face d'elle, Karen Morales, a le visage dessiné par des années de dossier. Ses mains sont solides, ses questions mesurées. Elle sait que le premier mouvement dans une enquête, c'est d'écouter. Clarisse raconte ce qu'elle a vu du mieux qu'elle peut, les pas du docteur Leven dans le couloir à une heure qui n'était pas celle d'un médecin en ronde. Une conversation étouffée entre la veuve et celui qui gérait les comptes, Isaac Connor,
le chef comptable, qu'elle a surpris en train de déplacer des dossiers vers une salle d'archives fermée à clé. Elle se souvient d'un signe, d'un mot prononcé à mi-voix qui l'a mise sur la piste. Accélérer. Elle se souvient d'un flacon que la main de Marjorie avait caressé une semaine avant la cérémonie, rangé dans un tiroir de la chambre. Les faits semblent simples, mais ils s'empilent d'une façon qui sent la disproportion. Petites actions, grandes conséquences. Morales prend des notes, un stylo qui grince. Elle ne promet rien et n'accuse pas. Elle va chercher un procureur en renfort, des techniciens pour récupérer des vidéos et un mandat de perquisition pour la chambre du défunt. Les démarches prennent un temps qui érode les nerfs, la procédure a ses lenteurs et ses sécurités. Pendant que l'enquête s'organise, Clarisse est emmenée à l'hôpital pour observation, plus par nécessité que par hospitalité. Les médecins du service l'examinent comme un être humain ordinaire qui a agi dans l'urgence d'un moment. Elle pense à la façon dont sa mère lui apprenait à essuyer les larmes des voisins quand elle était enfant, à ses petites mains qui pansent la douleur avec de simples gestes. Ici, c'est elle qui a joué ce rôle, et pourtant ceux qui l'entourent la traitent avec suspicion. L'aller-retour entre la chambre d'hôpital et les bureaux de la police laisse des traces, des appels, des regards, et surtout des frictions de pouvoir. Marjorie donne des interviews bien rodées, parle d'un incident regrettable, d'une personne perturbée, et glisse, comme on glisse du sable dans une poche, des insinuations sur les antécédents de Clarisse. À la télévision, elle évoque la dignité, la famille, la protection de la mémoire. Ses mots sont polis, le mépris élégant. Isaac Connor, quant à lui, n'est pas venu au cimetière. Il a continué à faire ce que les chiffres lui demandaient, vérifier une fois de plus les transferts, travailler jusqu'aux petites heures. Le métier de directeur financier lui a appris à voir des motifs dans des comptes, et cette nuit-là, il a vu une anomalie qui l'a dérangé assez pour venir frapper à la porte des autorités. Isaac est une silhouette calme, ses manches retroussées, un homme qui a connu des excès et qui sait comment il se cache dans une écriture. Il finit par accepter de parler, d'ouvrir un tiroir de la mémoire qu'il avait érigé par peur. Kevin, le jeune technicien, se présente comme la grande clé numérique d'un jeu d'ombre. Il a les doigts qui courent sur un clavier plus vite que ceux d'un pianiste et un sourire qui masque une colère froide. Il découvre des emails effacés, des copies de sauvegarde dissimulées, des signatures électroniques masquées derrière des pseudonymes. Ses trouvailles sont visuelles, capture d'écran, enregistrement d'appels, log de transfert. Il met en lumière un motif, des dons déguisés, des fonds qui se dérobent sous l'étiquette de philanthropie. La maison Whittaker, qui d'ordinaire respirait l'ordre et le secret, se met à sentir l'odeur d'un désarroi bureaucratique. Armoires forcées, tampons examinés, système de sécurité consulté. Pour Clarisse, c'est un retour forcé sur un terrain qu'elle croyait avoir quitté. Elle fouille ses souvenirs comme on manipule des surfaces, cherchant une arête, une couture défaite qui révélerait la trame. Un premier message interne numéroté attire l'attention. Une série de transferts vers des associations caritatives au nom imprononçable, des sommes qui s'envolent, des contrats qui se répondent. Isaac la lit comme on lit une confession, un flux mensuel parfaitement réglé, qui ne correspond pas au programme déclaré de la Fondation. Kevin réussit à reconstituer des pièces manquantes. Les sommes ne parlent pas seulement d'avidité, elles dessinent une main qui cherche à acheter l'impunité. Le docteur Leven, interrogé à son tour, vacille. Il joue d'abord la confusion, parle d'une fatigue, d'une erreur humaine. Son visage se couvre d'un voile. Il ne sait pas encore comment son mensonge va se désagréger sous l'examen des preuves numériques. Une photo le montre entrant dans la chambre la nuit. Un message le fait apparaître dans une conversation privée avec un tiers, identifié plus tard comme un lobbyiste influent, un certain Léonard Rhodes. L'écosystème s'organise. La veuve, le médecin, le gestionnaire financier, des avocats et, en périphérie, des hommes qui ont l'habitude de faire bouger des juridictions. Pour Clarisse, les preuves matérielles se mêlent à des souvenirs sensoriels. Elle se souvient de l'étiquette d'un produit pharmaceutique qu'elle n'a pas su nommer, du goût amer sur la langue du milliardaire après qu'elle a tenté de le réanimer, du tissu froid sur lequel il reposait. Ces détails, intimes, sont la matière de l'accusation. Ils n'ont pas la solennité d'un compte en banque, mais ils ont l'authenticité d'un témoin. Quand Clarisse confie ces images à Morales, il y a quelque chose qui se passe. La détective, qui a vu les données numériques et les chiffres, commence à comprendre que la conjonction entre le concret humain et l'anomalie financière dessine une stratégie. Marjorie ne reste pas inactive. Elle use de sa position pour tenter d'étouffer l'affaire. Avocats, journalistes et conseillers légaux forment un mur de mots bien choisis. Elle accuse Clarisse de spectacle, de vouloir se faire nommer, de déséquilibrer la mémoire d'un homme qui, selon elle, mérite le respect jusqu'à l'oubli. Elle lance des insinuations sourdes à propos des antécédents médicaux de Richard, tout ce qu'il faut pour que le public vacille entre la compassion et le doute. Pourtant, sous ces discours, la panique bouillonne. Les transferts découverts par Isaac deviennent des taches d'huile qui menacent de maculer toute la réputation soigneusement construite autour de la fondation. La maison tombe dans un état de siège discret.
Un appel anonyme laisse entendre que Clarisse ferait mieux de garder le silence. On lui glisse une enveloppe où il est inscrite une phrase sans signature. « Ne creuse pas où l'on t'ordonne de ne pas regarder ». Son appartement, petit et propre, est fouillé. Pas de photos compromettantes, pas d'armes. Simplement des recettes pliées, des cartes d'hôpital et 2 lettres refusées d'un syndicat qu'elle n'avait jamais eu le temps de lire. Tout dans sa vie est ordinaire. Tout cela devient, soudain, dangereux. Les témoignages commencent à converger dans une image de plus en plus précise, un plan qui visait à provoquer une mort paisible, afin d'accélérer des procédures de succession et de verrouiller le contrôle des actifs. Le mobile n'est pas seulement la richesse, c'est la vitesse. Dans un empire qui repose sur la notoriété, la disparition subite d'un fondateur mal préparé peut être un beau cadeau, un bâillonnage, un passage de relais plus propre que la lenteur des tribunaux. Clarisse l'avait entendu murmurer en cuisine « Nous devons nous protéger, nous devons préserver l'avenir ». Une journée, Kevin découvre un dossier caché dans le serveur de la fondation, une liste de projets fictifs, de subventions détournées vers comptes offshore et surtout des correspondances où apparaissent des noms et des contrats. Un courriel en particulier retient l'attention. Il est signé par un pseudonyme, mais la tonalité, le registre, le style collent à ceux des messages de Leonard Rhodes, un homme mentionné en filigrane, lobbyiste connu pour des interventions qui nettoient des chemins politiques. On y évoque des placements stratégiques et des accélérations légales. Les mots sont chaussifiés, il n'y a pas de sang visible, seulement la mécanique de la dissimulation. Le premier vrai obstacle des enquêteurs, c'est la confidentialité. Beaucoup des transactions passent par des consultants, des fondations écrans et des cabinets d'avocats. Les enveloppes s'échangent sous des mentions de bienfaisance et d'impact social. Pour poursuivre, il faut des mandats, des juristes, une coordination qui prend du temps. Morales adresse des demandes au parquet. On enchaîne des protocoles qui, dans la vraie vie, peuvent durer des mois. Dans le récit, ils sont accélérés. Et, il faut le dire, certaines étapes procédurales seront simplifiées pour narrative reasons. Pendant ce temps, Clarisse devient un sujet de la rumeur. Certains la traitent comme une héroïne. L'histoire de la femme qui a empêché l'enterrement d'un milliardaire captive l'imaginaire. D'autres la voient comme une instigatrice d'un théâtre. Les réseaux sociaux se divisent. Hashtags qui la soutiennent, fils qui la diffament. Dans les cafés, on chuchote sur sa motivation. L'argent, la gloire, la folie. Elle, qui jusqu'ici nettoyait les salles de bain et changeait les draps, se retrouve au centre d'un débat public sur la vérité. Il y a toutefois un allié inattendu, Hélène, la tante. Après la cérémonie, Hélène prend Clarisse à part. Sa main, autrefois si froide, a maintenant une chaleur rugueuse. « Tu as fait ce que mon cœur n'a pas su faire », murmure-t-elle. Elle confie à Clarisse la faiblesse d'un secret trop longtemps gardé. Dans sa mémoire, un papier chiffonné, une signature qu'elle n'a jamais osé dénoncer. Hélène avoue qu'elle a vu des lettres, des transactions, et qu'elle a eu peur. Peur de perdre le toit, la position, la place à la table. Sa confession n'est pas une absolution, c'est une fissure. Elle propose un nom, un indice, et un vieux médaillon qu'elle donne à Clarisse comme une clé symbolique. Ce geste, petit, marque le basculement d'un monde où loyauté signifiait silence à un nouveau monde où loyauté signifie vérité. La première arrestation publique survient dans une petite salle de réunion du manoir Whittaker. Un assistant ayant manipulé des documents est emmené, son visage est blême, ses yeux cherchent ceux des puissants comme un enfant perdu. Il ne sera pas l'unique pion sacrifié, mais il sert d'avertissement. Des lettres de révocation pleuvent, des comptes sont gelés, pour l'instant des gestes basiques de prudence. Marjorie se referme encore davantage, transformant son deuil calculé en colère froide. Elle autorise des déclarations millimétrées, des communiqués, elle monte un mur médiatique fait de faits partiels et de silence total. Clarisse, dans tout cela, éprouve une solitude profonde. Elle a déclenché une chaîne d'événements qu'elle ne maîtrise pas. Quand elle s'assoit dans sa petite cuisine, la tasse de thé refroidie à ses côtés, le goût du thé devient un tic rassurant. Elle repense aux vies qu'elle a soignées, aux secrets qu'elle a portés silencieusement. Et une question revient, simple et dévorante. Qu'est-ce qui, parmi les mains invisibles qui tirent les ficelles, décidera de sa valeur? Des menaces, d'abord indirectes puis plus claires, commencent à arriver. Une fenêtre brisée à la fondation, une allumette trouvée près des archives, des gestes de guerre qui ont l'avantage de l'imprécision. Qui les a commis? Un incendie détruit une partie des documents, une brise criminelle que personne ne peut complètement expliquer. Les responsables parlent de malveillance. Les enquêteurs qui connaissent l'odeur du complot sentent la main d'un homme entraîné à la dissimulation. Des faux témoins surgissent, des comptes sont soudain impénétrables. Kevin, qui suit les pistes numériques, reçoit un courriel anonymisé. « Descends de ta tour, c'est préférable pour toi ». La notion du courage ordinaire, pourtant, trouve des répondants. Des victimes de programmes soi-disant charitables ont commencé à se manifester, timidement au début, une lettre, un témoignage enregistré, un relevé bancaire qui contredit une promesse.
Il parle d'équipes réduites, de services non fournis, d'emplois qui n'ont jamais été créés. Lorsque ces voix se rassemblent, elles créent un autre genre de preuve, humaine, laborieuse, visible. Clarisse devient un point de convergence. Son geste a permis à ces histoires de trouver un écho. Les enjeux augmentent quand le nom de Léonard Rhodes apparaît dans des contrats signés au nom de la Fondation. Rhodes n'est pas seulement un lobbyiste, il est un symbole de l'influence. L'idée qu'il puisse avoir un intérêt à accélérer l'agenda des Whittaker pour obtenir des accès, des subventions politiques, une tolérance pour ses activités, rend la bataille plus vaste. Les financiers voient des angles de manœuvre, les journalistes anticipent des titres grandioses. La procédure judiciaire, qui avait été un mécanisme lent et sûr, se transforme en une arène où la vitesse compte autant que la vérité. La première grande percée vient d'un élément que personne n'avait regardé de près. Une photo prise par un employé de maison, envoyée sans intention à Kevin par erreur. On y voit, dans le bureau de Richard, une pile de dossiers avec des marques de retrait inhabituelles. Kevin l'agrandit, la passe au filtre, retrouve un tampon, un code, une note à la main, transfert approuvé. C'est un petit fil qui, une fois tiré, dénoue une portion de la trame. Isaac, qui reconstitue les flux financiers, découvre des corps de transactions qui aboutissent à un cabinet de conseil domicilié dans un paradis fiscal. Les chiffres sont clairs, méthodiques, implacables. Des millions qui circulent, des destinataires qui n'existent que sur papier. Pour Marjorie, c'est le début d'un effondrement contrôlé. Elle engage des avocats qui tentent de faire basculer l'attention sur des détails personnels, choisissent des témoins de moralité, manipulent les délais. C'est un combat de professionnels contre une femme qui n'aurait dû être qu'un témoin marginal. Clarisse ressent la disproportion. Elle a arraché un pan d'empire et se retrouve face à des stratégies d'endiguement. À la mi-partie de cette chronologie, un événement secoue la fragile paix, une conférence de presse. Morales, prudente mais décidée, annonce officiellement l'ouverture d'une enquête. Les journalistes hurlent, les caméras claquent. Marjorie, pâle comme un masque, fait face au flash, parlant d'une trahison inexplicable. Les premières auditions publiques se profilent. Pour Clarisse, la perspective de témoigner en plein jour est terrifiante. Elle se sent exposée, non seulement à la vindicte d'une veuve protégée par des réseaux, mais aussi à la puissance d'un monde qui peut réduire une parole à une anecdote. Peu après la conférence, une lettre anonyme arrive à l'adresse de Clarisse. À l'intérieur, une photo d'elle tenant le flacon lors des funérailles, prise d'un angle obscur. Une seule phrase. « Nous savons où tu dors ». Ce n'est pas la première menace, mais elle est la plus personnelle. Le message veut faire pénétrer la peur dans l'intimité de ses nuits. Clarisse serre la lettre dans son poing, sentant la fragilité d'un tremblement qui peut la gagner si elle le laisse faire. Le récit ne peut s'empêcher, à ce stade, de juxtaposer l'immensité des enjeux. Les fondations, les architectes d'influence, les courants d'argent, et puis, au milieu d'eux, une femme qui essuie, qui replie, qui connaît le frémissement d'un souffle. Son acte, si petit et si grand, a provoqué une réaction en chaîne. Les premiers verrous tombent, les acteurs secondaires commencent à parler. Des secrétaires, des chauffeurs, des jardiniers, des gestionnaires de caves, tous fournissent des pièces de puzzle qui finissent par dessiner un visage moins noble que celui présenté dans les communiqués officiels. La tension monte, les nuits se font plus courtes, les gestes plus brusques. L'escalade des risques, lettres, incendies, menaces, commencent à peser sur chaque décision. Clarisse, qui au début n'avait cherché que la vérité pour une personne, comprend maintenant qu'elle tient une clé qui peut ouvrir un système. Elle songe aux conséquences, perte d'emploi, poursuite, hostilité publique. Pourtant elle avance, poussée par une certitude simple et ancienne. La vérité compte plus que l'oubli. L'un des derniers jours de cette phase d'enquête, un incendie volontaire ravage une dizaine d'archives dans les sous-sols de la Fondation. Des dossiers carbonisés, des liasses qui se consument rapidement, laissant derrière elles une odeur âpre et désolante. Ce n'est pas un accident. Les autorités appellent cela une tentative de destruction de preuves. Les journalistes déjà sur le terrain parlent d'intimidation. Pour les enquêteurs, c'est une escalade, une preuve que la partie adverse ne reculera devant rien pour protéger son héritage. La fumée s'élève, comme une métaphore douloureuse. Clarisse, sur les images tournées cette nuit-là par une caméra de sécurité laissée fonctionnelle, est minuscule à côté des flammes, mais ses yeux n'ont pas quitté la porte du sous-sol. Elle sait que parmi les cendres pourraient se trouver les noms qui lieraient un lobbyiste à un don, une signature à un transfert. Morales jure de reconstituer les pièces. Kevin, au milieu de cendriers et d'émail ratés, commence à extraire ce qu'il peut des sauvegardes numériques. Isaac, lui, pleure d'une façon que Clarisse n'avait jamais vue, un mélange de honte et de libération, comme si l'aveu des chiffres infligeait une douleur cathartique. La nuit où les cendres tombent en pluie fine sur la ville, Clarisse ne dort pas. Elle boit un thé trop fort, ses mains tremblent, et elle pense à Richard Whittaker, dont le cœur a presque cessé lors des funérailles. Elle pense à la façon dont une droplet a suffi à changer le cours d'un événement, et à l'énorme machine que sa petite action a dérangée. Elle sait que le chemin est long. Elle sent aussi en elle une fierté nouvelle, une conscience qu'un geste anonyme devenu public peut modifier la balance du monde. La partie s'achève sur un crescendo retenu. Des preuves se révèlent, mais des ennemis se mobilisent. Des voix s'élèvent, mais des flammes effacent. L'enquête a trouvé un rythme. La justice se prépare, lentement, méthodiquement.
Clarisse, exilée d'un quotidien simple, se tient à la croisée des routes avec une détermination qui n'est pas tragique, seulement ferme. Elle a ouvert une porte. Derrière elle, il y a des cendres. Devant elle, des audiences, des procès, des menaces. Et peut-être, plus tard, la possibilité de voir ce qu'elle a sauvé transformé en quelque chose de juste. Et pourtant, à ce moment précis, rien n'est définitivement joué. Les acteurs se replacent, les alliances se nouent et se défont, et une question plane sur tous. Qui osera aller jusqu'au bout pour que la vérité ne soit pas enterrée sous d'autres feuilles mortes? Le soir où la fumée se dissipe encore dans les rues, la salle d'audience ressemble à un théâtre où tout doit se jouer à la loyauté et à la preuve. Les gradins sont pleins de journalistes, d'anciens employés de la fondation, de voisins, d'avocats aux costumes impeccables. Au fond, derrière une rangée de photographes, Clarisse s'assoit sur une chaise rigide, ses mains rejointes à plat sur ses genoux comme si elle cherchait l'encre d'un rituel ancien. Elle n'a plus que peu en commun avec la femme qui passait la serpillière au manoir. Ses doigts portent encore la marque d'un geste qui a changé le cours d'un empire. Elle n'a pas cherché le théâtre, elle sait simplement que la vérité ne supporte pas d'être entassée sous la poussière. Détective Karen Morales suit la procédure avec la rigidité d'une mêlée qui a appris la patience. Les chefs d'accusation sont lourds. Tentative d'homicide, falsification de documents, détournement de fonds, destruction de preuves, intimidation de témoins. Le DOJ s'est joint à l'enquête. Des procureurs spécialisés ont pris en main les aspects financiers et les liens avec des cabinets offshore. Les avocats de la veuve, armés d'arguments, se préparent à rendre les témoignages incertains. Les temps ont été accélérés pour le récit. Certaines étapes procédurales ont été condensées afin de préserver le rythme dramatique de l'histoire. À consulter par la production, vérification juridique. Le procès s'ouvre par ce que tout tribunal aime le plus, des chiffres exposés comme des os. Isaac Connor monte à la barre. Lui, l'homme qui a passé des nuits à regarder les colonnes d'un bilan, raconte d'abord la simplicité des choses. Une suite de transferts, des noms qui n'existent que sur du papier, des factures gonflées, des contrats avec des comptes dans des juridictions opaques. Ses mains tremblent en manipulant les extraits de comptes. Il n'est pas un grand orateur, mais il sait aligner les faits. Il montre des extraits d'emails, des copies d'ordre de virement, des signatures comparées. Kevin projette sur l'écran du tribunal des captures d'écran qui rendent visible l'invisible. Métadonnées, logs, correspondance entre pseudonymes et adresses connues. Pour un instant, la mécanique froide des flux monétaires devient tangible, presque tactile. On pourrait compter la trajectoire de chaque euro comme on écouterait un témoignage. La défense de Marjorie insiste sur la beauté de la philanthropie, sur l'indépendance des conseils, sur la chance donnée à des projets. Ses avocats parlent d'erreurs administratives, de manque de coordination. Ils cherchent à brouiller la causalité. Les dons, disent-ils, sont légitimes. Les services non fournis, regrettables mais non criminels. Ils attaquent la crédibilité de témoins périphériques, examinent les mémoires, questionnent les délais. Ils cherchent à transformer une affaire de corruption en un différend d'interprétation comptable. Puis vient la partie humaine, plus percutante encore, les témoignages des personnes affectées par les détournements. Une directrice d'association, une femme aux mains rugueuses qui s'occupe d'un centre pour jeunes, prend la parole et décrit l'arrivée d'un chèque qui n'est jamais tracé dans son compte, l'alignement de promesses écrites qui se dissolvent lorsque le compte est demandé. Un ancien coordinateur de projet montre des messages internes où on lui demande d'effacer certaines lignes budgétaires. Ces voix, parfois hésitantes, déplacent la salle. Ce n'est plus seulement une lutte de chiffres, c'est l'accumulation de petites vies que l'on compte. Dans un coin de la salle, Hélène observe. Sa main serre un mouchoir. Les années ont creusé sa peau, mais il y a chez elle une détermination nouvelle, une lassitude de la loyauté mal placée. Elle finit par se lever, après des semaines d'introspection, et monte elle aussi à la barre. Elle avoue avoir approuvé, jadis, des notes qui lui semblaient anodines. Elle admet la peur qui la paralysait, la peur de perdre sa place à table, de voir son nom effacé. Son témoignage est à la fois confession et remède. Elle livre un carnet, un petit cahier où sont griffonnées des dates, des réceptions, des initiales. Elle indique des signatures qu'elle reconnaît, décrit la voix de Marjorie ordonnant la discrétion. Ce n'est pas une absolution, mais une fissure qui met à nu la défense. Hélène, par son aveu, devient la variable qui transforme des soupçons en liens démontrables. Le moment que personne n'a oublié est celui où le procureur diffuse une vidéo retrouvée sur un serveur backup que Kevin a su remonter. On y voit une conversation feutrée, dans laquelle une voix, plus tard identifiée comme celle de Leonard Rhodes, discute de placement stratégique et de la nécessité d'alléger la succession. La séquence n'est pas une confession de meurtre, mais elle illustre un dispositif. Accélérer, hâter, éviter la visibilité publique, acheter le silence. C'est une preuve contextuelle, un nœud qui remet la question de l'intention au centre de l'affaire. Léonard, nommé dans l'acte d'accusation, n'est plus un nombre. Il est cité, assigné, et son nom est prononcé à voix haute.
Marjorie finit par s'effondrer à mi-parcours du procès. Les avocats, en privé, savent que ses marges de manœuvre ont rétréci. Les liasses de documents, les enregistrements, la pression médiatique l'ont isolée. Lors d'un interrogatoire serré, la réalité l'atteint comme un poids. Son visage ne porte plus le masque de marbre. Des petites rides trahissent la fatigue. Elle balance entre la protection de ce qui reste de son mari et la conscience que la façade s'effrite. Sous la pression des procureurs qui mettent en évidence les ordres envoyés à des responsables de la comptabilité, elle cède partiellement, avoue avoir autorisé des transferts, cite des noms, incrimine un réseau de conseils juridiques extérieurs. Sa voix se brise sur certains passages. C'est une confession partielle, soigneusement formulée, visant à réduire sa responsabilité pénale. Elle ne livre pas tout, mais elle ouvre suffisamment de portes pour permettre des poursuites contre d'autres acteurs. Le docteur Leven, lui, choisit une voie différente. Il se présente au tribunal comme un médecin fatigué, requérant d'abord clémence avant vérité. Face aux preuves photographiques, face aux messages où il échange avec Marjorie et Rhodes, il prend conscience que le mensonge ne tient pas. Il décline le long récit de pression, directives pour limiter les examens, demandes insistantes pour donner une image rapide du décès. Sa version raconte la banalité des trahisons. On l'a appelé tard, on lui a demandé de facilité, on lui a promis soutien. Sa culpabilité n'est pas pure malveillance, elle est trouée d'intimidation. Sous serment, il décrit une nuit où il est entré dans la chambre, a constaté des signes et a choisi, au moins une fois, de se conformer à des ordres. Sa parole, jointe à celle d'Isaac et d'Hélène, compose une mosaïque accablante. Dans cette arène, Clarisse n'est pas la pièce maîtresse. Pourtant, lorsque vient son tour de témoigner, l'audience retient son souffle. Elle monte à la barre avec la sobriété d'une femme qui a longtemps caché ses émotions. Sa voix n'est pas tremblante, elle est précise. Elle raconte les détails sensoriels que personne d'autre ne peut donner. La texture du coussin sous la tête de Richard, l'odeur pâle d'un produit qu'elle ne peut nommer, le léger cliquetis d'un flacon rangé trop vite. Elle refuse l'hyperbole. Son récit est celui d'un témoin humain, pas d'un héros inventé. Elle décrit pourquoi elle a administré le liquide au moment où elle l'a fait, ce qu'elle a vu dans les gestes qui l'entouraient, la manière dont la veuve adoptait une posture de contrôle. Sa parole émeut parce qu'elle renoue l'enquête avec la chair. Elle replace les chiffres dans la réalité d'un souffle qui affaiblit. Les avocats de la défense cherchent à la déstabiliser. Ils insinuent des motivations, la soif de reconnaissance, la volonté de nuire. Ils sortent des fragments d'entretien antérieurs où Clarisse, fatiguée, a mélangé mémoire et émotion. La salle sent l'effort de vider la fragilité humaine pour la remplacer par le doute. Mais la force de Clarisse n'est pas dans l'éloquence, elle est dans la cohérence de ses souvenirs et la constance de ses gestes, corroborés par des éléments matériels. Un flacon photographié, des traces sur un linge, des messages entre Leven et la conseillère médicale externe, tout concourt à réduire l'effet de l'attaque. Entre les audiences, la pression ne faiblit pas. Des lettres anonymes continuent d'arriver, menaces, insinuations, tentatives d'intimidation. Un matin, un incendie ciblé consume ce qui restait des archives privées d'un cabinet de conseil lié aux opérations. La destruction est partielle mais symbolique. Les enquêteurs crient à la tentative de destruction de preuves. Kevin passe des nuits blanches à récupérer des fragments numériques, des backups cachés dans des clouds, des copies sur des serveurs de pays étrangers. Il réussit à reconstituer un fragment d'email qui contient une instruction précise, procéder à l'accélération et éviter les traces directes. C'est une pièce clé. La défense tentera de contester son authenticité, mais le croisement des métadonnées la rend difficilement dismissible. La campagne de discrédit vise aussi Clarisse personnellement. Des blogs anonymes publient des rumeurs sur son passé, des contenus remontés cherchent à peindre son geste comme une mise en scène. Une fois, on tente même de faire émerger un enregistrement monté qui la ridiculise. Mais l'effet boomerang d'une attaque aussi grossière, quand elle est démontée par Kevin et par des journalistes indépendants, renforce la sympathie publique. La foule qui au départ se montrait divisée commence à basculer. Des pancartes s'élèvent devant le tribunal, des chants discrets, des appels à la transparence. On ne sait plus si Clarisse est devenue un symbole ou si la société a finalement choisi une héroïne pour cause. La question du mythe importe peu. Ce qui compte, c'est que son geste a permis que la vérité, jusque-là aspirée par des couches de respectabilité, soit enfin examinée. Le point tournant du procès est double. D'un côté, la pression financière et médiatique pousse certains acteurs périphériques à plaider coupables pour réduire leur peine. Ils livrent des informations incriminantes. De l'autre, une réunion enregistrée secrètement, un enregistrement dont l'existence avait été pressentie depuis des semaines, expose une conversation où sont évoqués sans détour des plans pour rendre la succession plus simple et pour neutraliser les risques publics. Leonard Rhodes, cité par plusieurs témoins, perd la possibilité de prétendre n'avoir qu'une influence indirecte. Les procureurs, méthodiques, tracent ces interventions. Recommandations, transferts indirects, liaisons avec des cabinets qui ont servi d'intermédiaires. Le réseau, jusque-là opaque, est mis en lumière.
La lecture des peines et des jugements exige des pages et des délais que la vie réelle impose. Dans notre récit, les audiences se succèdent avec une intensité qui marque la catharsis. Condamnation pour détournement, peine pour complicité, avenant pour destruction de preuves. Marjorie reçoit une condamnation qui combine une peine de prison, des amendes substantielles et l'obligation de restituer ce qui peut l'être. Léonard et certains conseillers juridiques sont condamnés à des peines variées. Certains plaident coupables et coopèrent. Le docteur Lévin voit sa licence suspendue, assortie d'une obligation de réparation. Isaac, qui avait tremblé longtemps entre la loyauté et la conscience, voit ses actions reconnues comme celles d'un témoin clé, non comme une trahison. Les jugements sont à la fois victoire et rappel. La justice a agi, mais elle ne rendra pas tout ce qui a été pris. Après les condamnations, le procès glisse vers la reconstruction. La fondation Whittaker est placée sous tutelle judiciaire. Un administrateur provisoire est nommé pour en préserver les missions légitimes. Des audits indépendants sont lancés et la stratégie est simple. Distinguer ce qui servait le bien public de ce qui n'était qu'un véhicule d'intérêt privé. On supprime des contrats, on redirige des fonds vers des projets réels, on invite des représentants des communautés affectées à siéger au conseil d'administration. C'est un processus qui, dans la vie, demanderait des années. Dans notre récit, il est rendu visible en quelques séquences de décisions publiques et de réunions de transition. Clarisse, dont l'âme a été mise à nu pendant ces mois, reçoit une proposition inattendue. Un groupe d'anciens bénéficiaires et de membres de la communauté, accompagnés par Morales et par quelques figures judiciaires qui ont suivi l'affaire, leur signifie qu'ils seraient de sa présence pour refonder la fondation. Loin d'un geste symbolique, il s'agit d'un poste qui demande de la gestion, de la vigilance, de la diplomatie, mais aussi une voix capable de retenir la mémoire des victimes. On lui propose un rôle de directrice de la nouvelle gouvernance, une responsabilité avec salaire, pouvoir et une large marge d'action pour redéfinir les priorités. Clarisse hésite. Elle n'a jamais voulu diriger. Elle a toujours préféré la certitude du travail concret, des gestes mesurables. Mais lorsqu'elle pense au visage des gens qui avaient attendu des promesses et n'ont reçu que des factures fantômes, elle accepte. Sa décision est moins une ambition qu'un appel. Elle n'a pas souhaité être l'héroïne. Elle accepte d'être la gardienne d'une mémoire. La transition n'est pas sans heurts. Certains membres de la communauté craignent que la fondation ne redevienne un instrument, que la même mécanique ne trouve une autre voie. D'autres, plus enthousiastes, proposent des projets concrets, un centre de formation professionnelle, un fonds d'urgence pour victimes de détournement, un jardin communautaire sur le terrain du manoir Whittaker. Clarisse met au cœur des nouvelles statuts une clause « Transparence complète, comité de citoyens, audit trimestriel accessible au public ». Elle exige la révision de chaque projet en coopération avec ceux qui en bénéficieront. Les premiers mois sont un mélange de réunions, de fatigue, de petites victoires. La plaque commémorative est l'un des premiers gestes symboliques décidés par le nouveau conseil. Gravée en lettres simples, elle porte une inscription qui n'est pas triomphale mais sobre, à ceux dont la voix a empêché l'oubli. Elle est apposée dans un jardin inauguré sur une partie des terres autrefois réservée aux fêtes et aux réceptions. Ce jardin devient vite un lieu de mémoire et d'usage. On y plante des herbes, des arbres fruitiers, des bancs. Les enfants des quartiers voisins viennent y apprendre à jardiner et des ateliers sont tenus par des associations locales qui reçoivent désormais un financement réel et vérifiable. Un matin clair, quelques mois après la fin du procès, Clarisse se tient près d'un banc. Dans sa poche, le médaillon qu'Hélène lui avait donné pend. Elle regarde des adolescents tailler un rosier. Ils rient, maladroits, entre eux. La scène lui rappelle pourquoi elle a accepté ce rôle. Pas pour la reconnaissance, mais pour que les promesses aient le goût de l'existence, pas seulement le son des discours. Elle reçoit parfois des lettres de remerciement de personnes qui ont retrouvé des emplois grâce aux nouvelles subventions, ou de mères qui disent que leurs enfants ont un endroit sûr pour apprendre. Ces messages l'émeuvent plus que n'importe quel titre. Il reste du travail. Certains dossiers manquent toujours, des comptes sont difficiles à reconstituer, et l'emprise de l'influence n'est jamais entièrement expulsée d'un paysage. Mais la transformation est tangible. Des employés qui avaient connu la pression d'un ordre sans feuille de route retrouvent la sécurité d'un contrat clair. La société civile s'implique davantage dans les décisions publiques de la Fondation. Isaac occupe un poste de vérificateur interne, veillant à ce que les flux redeviennent traçables. Kevin dirige une petite cellule de transparence numérique, surveillant les systèmes pour prévenir toute tentative de contournement. Morales, qui avait ouvert l'enquête, assiste parfois aux réunions du conseil comme observatrice externe. Hélène continue à aller voir Clarisse, à présent plus souvent, et leurs conversations portent de petites confessions, des repas partagés et du thé. La reconnaissance publique de Clarisse a quelque chose d'ambivalent. On veut l'encadrer, l'adouber, la rendre parfaite. Elle refuse ces forfaits. Elle accepte quelques interviews où elle parle de la nécessité d'être attentif aux signaux faibles, de la fragilité des institutions, de la force collective.
Elle insiste sur le fait que son acte, si visible, n'aurait pas suffi sans des gens prêts à mener l'enquête après elle. Elle nomme les petits gestes qui forment une épine dorsale. Un comptable courageux, un jeune technicien tenace, une tante qui a brisé son silence. Elle croit moins aux héros solitaires qu'aux chaînes de personnes prêtes à témoigner. La menace, néanmoins, ne disparaît jamais totalement. Parfois, à l'aube, Clarisse trouve une enveloppe sur son pas de porte, vide cette fois, mais l'attention est rappelée. On occupe ses nuits en restant vigilante, mais elle n'en fait pas une peur paralysante. Elle a appris à vivre avec la prudence et à ne pas laisser la menace transformer sa vie en une permanence d'alerte. La force n'est plus seulement dans la défense, elle est dans la capacité à reconstruire quelque chose de joli. L'un des gestes qui lui tient le plus à cœur est l'ouverture d'un centre d'accueil pour lanceurs d'alerte et pour personnes tentées de dénoncer des abus institutionnels. C'est un lieu discret, mais sûr. Il propose un accompagnement juridique, un appui psychologique et des ressources pour témoigner sans être immédiatement broyé. L'idée naît de son propre parcours et de celui d'Isaac, qui ont compris que l'isolement est l'arme préférée des puissants. Le centre devient une promesse. Il n'y aura plus de petites voix laissées seules au bord du chemin. La dernière image du procès que la ville conserve est celle d'un matin pluvieux où les condamnés quittent le tribunal, entourés de gardiens, certains les yeux baissés, d'autres jetant des regards hargneux. La foule est divisée, bien entendu, il y aura toujours des gens prêts à défendre l'ancien ordre. Mais la bascule morale est enclenchée. Les lois ont châtié certains actes, la société a appris avec douleur que l'argent peut acheter beaucoup, mais pas forcément l'impunité. Des mois plus tard, dans la modestie de sa cuisine, alors que le thé fume à nouveau, Clarisse repense parfois à la fosse, à la gifle, à la main d'Hélène qui l'avait retenue d'un pas trop précipité. Elle n'a pas besoin de gloire. Ce qu'elle chérit, ce sont les petites victoires quotidiennes. Une facture correctement établie, un projet qui voit le jour, un enfant qui découvre comment planter une graine. La plaque dans le jardin, les bancs, les ateliers, tout résonne comme le tissage d'un monde un peu plus honnête. Sur le mur de la salle de réunion, il y a un cadre où est imprimée, simple et nette, une phrase empruntée à la convocation qui avait attiré l'attention publique au premier jour. La vérité mérite d'être entendue. Pour Clarisse, cette phrase n'est pas un slogan, c'est un principe pratique. Elle apprend à diriger non pas par autorité, mais par attention, à mesurer les décisions à l'aune des gens qu'elle touche. La dernière scène est sereine et vraie. Un après-midi, Clarisse marche dans le jardin où des enfants cueillent des pommes. Hélène, plus franche et plus libre, passe près d'elle et lui serre la main. Elles échangent un sourire sans paroles longues. Un journal local les photographie, mais cette fois la photo ne cherche pas le scandale. Elle capture deux femmes qui se tiennent côte à côte, le soleil d'automne posant une lumière ordinaire sur leur visage. La vérité n'a pas tout réparé. Des pertes restent irréparables, des réputations ont été brisées, des dettes morales pèsent. Mais la structure qui a permis l'injustice a été mise à nu et, lentement, reconvertie. Ce qui demeure, c'est la preuve qu'un geste, même petit, peut déclencher une chaîne. Il suffit qu'une personne écoute, qu'une autre ait l'outil pour examiner, et que d'autres encore aient le courage de témoigner. Clarisse n'a pas voulu être celle qui renverse un empire. Elle a seulement voulu qu'un homme ait la chance de respirer. Cette petite exigence a résonné plus loin qu'elle ne l'aurait imaginé. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. La vérité mérite d'être entendue.